Kent, just a question. Can you please describe us what is the organization of the Boeing commercial supply chain, and what and how the SMES fits in? Sorry. Alors, il y a une traduction simultanée. Je ne sais pas si on a distribué à tout le monde apparemment des écouteurs. Non, c'est pas le cas. Enfin, si certains ont besoin, qu'ils lèvent le doigt. Okay. First of all, thank you very much for inviting me to participate today. France and SMEs are very important to us, so it's a pleasure to be here. First off, just a little background on our commercial airplane production system. Last year, we produced a record number 723 airplanes, and my team, which is responsible for purchasing about 65% of the parts, took delivery of more than 1 billion parts last year. So it's a very big, extensive supply chain. And in France, we participate with about 100 companies. We buy about $6 billion of direct and indirect things a year in France. We estimate that we employ about 30,000 jobs. SMEs, as part of that supply chain, are critically important. SMEs deliver innovation, they deliver responsiveness, and they deliver oftentimes very low costs in certain segments. So we're very enthusiastic about including small and medium-sized enterprises in our supply chain on a regular basis. You have some example of French SMEs who... Yes, one of my favorites actually is a company called Mecadac. Mecadac. They make 787 passenger door handles. They actually deliver them outside of the country, and then they get delivered back to Latécoère for installation into the door handles. So it's a kind of a complicated supply chain, but a French company that's actually 2 tiers down in our supply base. Atelier de la Haute-Garonne is a fastener company that we use. Mm-hmm. And then Creuset in their automated equipment is also another one. So we're constantly exploring new suppliers in the area and trying to work with small and medium enterprises. And I think is the 787 was the program that you increased the buying from France. Yes, considerably. Yes. France is participating. How many suppliers do you have? We have about 25 suppliers that are working on that 787. Yeah. Okay. Thank you, Ken. Emmanuel Viellard, donc vous, en termes de justement d'internationalisation et d'export, dans votre activité, c'est une évidence. Comment vous développez cette stratégie? Comment elle s'organise et dans quels pays principaux? Oui, alors tout ça pour dire qu'on a été une PME à un moment donné et qu'on a dû grandir. Dans nos métiers, il fallait avoir une taille critique. Alors soit on a une stratégie de niche et à ce moment-là on peut s'imposer, comme nos respectables concurrents des ateliers de la Haute-Garonne qu'a mentionné M. Fischer, qui est un vrai spécialiste d'un type de produit très très particulier. Nous étions sur une gamme beaucoup plus large, donc on a dû faire une espèce de course à la taille pour pouvoir faire face à des marchés importants. Et aujourd'hui, les États-Unis sont clairement pour nous une zone de croissance très importante, Boeing en particulier, puisque pour servir Boeing, il faut avoir une certaine part de marché, avoir des installations sur place et être capable de pouvoir les servir dans des délais et des niveaux qualité qui sont attendus et surtout des niveaux de compétitivité. Alors effectivement, pour ça, on utilise une plateforme géographique en termes de production qui est mondiale, avec des usines spécialisées, et on peut attaquer des marchés ensuite pour se positionner sur des grands contrats. Et il est indispensable d'avoir des usines sur place, comme vous le disiez, pour servir de ce genre de grand donneur d'ordre. Il est évident que quand on gère de la complexité, plusieurs dizaines de milliers de références, voire davantage, il faut être capable de pouvoir avoir un outil logistique adapté, capable de livrer à 100% en OTD. Et pour ça, il faut avoir une unité sur place, effectivement. Donc le groupe aujourd'hui, on a presque 2000 personnes employées aux États-Unis dans le domaine aéronautique. Alors, vous êtes aussi président ce qu'on appelle le groupement des équipementiers au GIFAS,
le principal syndicat aéronautique français. Quelle est votre vision sur le taux d'internationalisation des PME, des ETI, des équipementiers? Alors aujourd'hui, la taille permet d'exporter davantage. Au niveau des équipementiers, nous avons un taux d'export qui est presque de la moitié, puisqu'il est de 45%. Quand on sert Airbus en majorité, il est évident que ça prend un gros volume de chiffre d'affaires, sachant que toutes les pièces sont réexportées derrière. Donc en termes d'exportation directe et indirecte, c'est peut-être 90-95%. Les PME, elles, par contre, n'exportent entre guillemets qu'à 25%, 27% exactement dans la dernière enquête de la Banque de France. Donc vous voyez, il y a une vraie corrélation entre la taille des équipementiers qui peuvent exporter davantage que les PME qui, elles, sont quand même plus gênées pour pouvoir bien servir leurs grands clients à l'exportation. D'accord. Donc pour répondre quand même à la question un peu directement, est-ce que vous considérez qu'elles sont bien armées pour aller à l'export, les PME ? Alors je dirais qu'on va rechercher des armes encore meilleures. Aujourd'hui, elles sont armées. Bien entendu, il y a eu des grosses évolutions de fait. Quand on voit autour de la table des équipementiers, il y a des consolidations qui s'opèrent. Il y a une vraie dynamique. Il y a des chefs d'entreprise qui font des gros efforts pour pouvoir sortir de leur marché traditionnel. On voyage tous énormément. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a eu des efforts, il y a eu des choses de faites. On est dans une tendance très positive. Les entreprises françaises ont beaucoup d'atouts, il faut qu'elles les mettent bien entendu en évidence. Aller rechercher des marchés à l'étranger, c'est absolument essentiel. Et il y a une bonne évolution. Maintenant, on va rechercher encore des effets de taille, encore des effets produits, sachant qu'on n'est pas forcément aidé par le coût du travail en France, mais qu'il y a un autre sujet, donc ce qui nous pousse également à sortir des frontières et avoir des zones de production en dehors de la France, j'allais dire malheureusement. D'accord. Olivier Delrieux, donc vous dirigez une grosse ETI, comme on dit. Je crois que vous prévoyez de faire 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, et vous avez un taux d'export très élevé. Comment vous en êtes arrivé là, puisqu'il y a 10 ans, je crois que vous étiez à peu près à l'inverse de ce taux d'export, hein. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment et quelle stratégie vous avez mis en place ? Oui, je vais essayer de vous raconter ça sans me casser la figure de mon tabouret, mais c'est pas évident. Donc effectivement, nous on est passé de 25% à l'international il y a 10 ans à 75% maintenant. Et pour répondre clairement à la question, oui, moi je pense que les PME françaises sont très bien armées et qu'il faut qu'elles arrêtent un peu de geindre. Et si vous prenez le problème à l'inverse, est-ce qu'il y a des PME d'un autre pays qui sont mieux armées que nous ? Je préfère être français pour attaquer des marchés sud-américains que d'autres nationalités, y compris dans cette salle, etc., etc. Est-ce qu'on est moins bien armé que les Allemands ? Je crois pas. Donc oui, on est bien armé. Nous, on s'est internationalisé de 3 façons, beaucoup par acquisition. Alors on était, il y a 10 ans, une entreprise qui faisait moins de 70 millions d'euros. On a fait 26 acquisitions en 10 ans. Et c'est comme ça qu'on est passé, qu'on a multiplié par 10 notre chiffre d'affaires hors de France. Bon, ça c'est une façon de faire. Et je dois dire que moi, l'écosystème de financement des acquisitions en France, je le trouve tout à fait à la hauteur des autres. Donc de ce côté-là, je ne vois pas de barrière particulière. Pour réussir, il faut la même chose que les grands groupes. Il faut avoir une vision stratégique. C'est-à-dire si vous ne savez pas exactement pourquoi vous allez à l'export, il ne faut pas y aller. Ensuite, il faut bien connaître son marché, sinon vous pouvez perdre beaucoup de temps quand vous êtes petit. Il faut une méthodologie, il faut une bonne équipe, rien de très original. La deuxième façon d'y aller, elle est plus classique, c'est qu'on a ouvert des centres dans certains pays quand il n'y avait pas d'acquisition. Par exemple, c'est comme ça qu'on a été au Maroc et en Tunisie. Et là encore, pour les pays du Maghreb, voire d'Afrique noire, être français, je ne pense pas que ce soit un inconvénient. Et enfin, et c'est peut-être plus pertinent pour aujourd'hui, on a bénéficié de certains grands clients qui nous ont amenés dans certains pays. Donc, on a été amené dans les bagages de clients comme Thales ou Airbus ou Rolls-Royce, pour citer quelqu'un de non français, à Singapour, dans certaines parties des États-Unis. Voilà les 3 façons qu'on a eues d'aller à l'export. Moi, je pense qu'il y a une seule différence entre les petits et les plus gros, c'est la notion de risque. Évidemment, on prend plus de risques si on se plante sur l'ouverture d'un nouveau marché quand on fait 100 millions, quand on fait plusieurs milliards. Et il y a une deuxième différence, je pense, c'est le rôle du dirigeant. C'est ouvrir un nouveau marché, faire une acquisition, ça ne se délègue pas. Et il faut savoir. C'est l'implication du dirigeant.
Oui, parce que le dirigeant, c'est curieusement pas celui qui dit oui, c'est le seul qui est capable de dire non. Il faut savoir arrêter une acquisition. Ok. David Lenoble, donc vous êtes... la DGA, c'est le premier acheteur français de l'industrie d'armement, forcément, de fait. Et donc, vous êtes amené à traiter des marchés avec beaucoup de PME. Comment vous les aidez, justement, à mieux s'internationaliser? Alors, oui, effectivement, c'est le premier acheteur public, en fait. Vous pouvez rappeler quelques chiffres, peut-être, Oui, avec quelques combien chiffres, de PME Donc, la Direction Générale de l'Armement, c'est le bras armé du ministère de la Défense pour tout ce qui est acquisition des équipements pour les forces armées. C'est 11 milliards d'euros par an, dont 750 environ dédiés à la R&D, ce qui en fait le premier investisseur de R&D de défense en Europe. Et par rapport à ces grands chiffres, donc on est le premier acheteur public, le ministère de la Défense. Par rapport à ces grands chiffres, on peut se poser la question de pourquoi on s'intéresse aux PME. Tout simplement parce que pour nous assurer, au titre de notre souveraineté et de notre autonomie stratégique, nous assurer d'avoir ces équipements et ces innovations en permanence sur le territoire, il faut qu'on ait une vraie politique industrielle. Cette politique industrielle, elle vise à s'assurer que le tissu industriel, qui est important en France, c'est 165 000 emplois, ce tissu soit pérenne et dynamique pour aujourd'hui et demain être en capacité de produire et de nous proposer des innovations. Derrière les un peu moins de 10 grands maîtres d'œuvre industriels, on évalue à peu près 4000 ETI et PME qui travaillent dans la sous-traitance. Donc notre politique industrielle vise à soutenir ces PME pour faire en sorte qu'elles se développent, qu'elles soient réellement présentes. On les soutient à la fois sur l'innovation. On a un dispositif d'appui qui est dédié aux PME qui s'appelle Rapide, c'est 50 millions d'euros par an. Et l'innovation, c'est important pour nous parce que c'est l'avenir technologique de nos équipements. Mais c'est aussi important pour ces PME parce que c'est un moyen de se développer sur le marché domestique, mais c'est aussi un moyen de se différencier à l'export. Donc c'est un point important, cette innovation. 50 millions d'euros par an. On découvre 50% de nouvelles PME d'ailleurs. Donc ce ne sont pas que les PME qui sont dans la base industrielle de défense, ce sont aussi des PME qui y rentrent en permanence sur le champ d'innovation. Et puis l'autre volet, c'est d'accompagner ces PME à l'export, parce que, comme vous le savez, les budgets de défense se réduisent partout, dans tous les pays. Et donc l'export est un relais de croissance important à l'industrie qui permet de maintenir les capacités de production et les bureaux d'études. C'est vrai pour les gros industriels, c'est aussi vrai pour nos PME. Donc pour ça, on a toute une politique d'appui et de soutien sur le domaine de l'export aux trois stades de réflexion pour une PME. Alors effectivement, comme vous le disiez, c'est ce qu'il faut d'abord, c'est avoir un patron qui veut y aller, parce que aller à l'export, c'est quand même une grosse prise de risque, ça coûte beaucoup d'argent. Donc on donne déjà au stade de la maturation du projet de l'information, et on aide le patron à faire son diagnostic export. Alors pour ça, on noue un certain nombre de partenariats avec des chambres de commerce, sur des partenariats où on investit de l'argent. On fait ça avec les régions. Donc l'année dernière, on en a signé 5 en Bretagne, en PACA, en Rhône-Alpes, en Pays de Loire, en Midi-Pyrénées, pour aller diagnostiquer l'entreprise et aider le patron à mettre en place un plan export. Et ce plan export, d'ailleurs, on ne le restreint pas au marché de défense. On essaye d'aider l'entreprise à penser l'export. Ensuite, il va y avoir un accompagnement pour le mettre en œuvre. Autre sujet de prise de conscience, on réalise des journées d'information en région où les experts de la DGA des différents marchés export, on parle des marchés défense, vont aller à la rencontre des entreprises. On fait ça aussi avec les chambres de commerce pour expliquer quels sont les différents prospects en couvrant l'ensemble des pays du monde. Donc là, on va donner une visibilité sur les carnets de commandes, les intentions d'achat des différents pays export dans le domaine de la défense. Autre façon de réaliser la réflexion, on permet à des patrons de rencontrer des attachés de défense, c'est-à-dire des attachés, des personnes qui sont au sein des ambassades dans les pays et qui sont au contact des acteurs étatiques, parce que vendre dans le marché de la défense, c'est éminemment complexe. On s'adresse à un marché qui est réglementé, puis on s'adresse à un marché qui vend à des États. On ne vend pas à des clients privés. Donc s'adresser à des États, ça exige une certaine connaissance. Donc on peut s'appuyer avec le réseau des attachés, notamment des attachés d'armement qui sont dans les ambassades. Ensuite, une fois que la maturité est faite, on va apporter une aide pour aller attaquer le marché. Donc dès que le patron sait dans quel pays il veut aller, on peut financer sa mission dans le pays.
Alors cette mission dans le pays, on va la préparer en France et ensuite on va l'accompagner dans le pays cible. On la prépare 1 mois avant le déplacement. La préparation en France, on l'a fait avec toujours des partenaires en région et on va donner de l'information à la fois sur les caractéristiques du pays ciblé, donc là on va aller plus dans le détail, et puis on va aussi essayer d'avoir une approche culturelle et on va s'appuyer sur un acteur du monde civil qui va expliquer quelle est la culture du pays, quelles sont les cibles des marchés civils que la PME pourrait aussi trouver en allant dans le pays cible. Et puis ensuite on va faire la mission, donc là on va travailler beaucoup avec Business France et nos attachés qui sont sur place pour aller ouvrir un maximum de portes au groupe de PME qui va se déplacer. Ok. Et puis le dernier aspect, c'est une fois que le prospect est là, on va avoir une aide financière aussi. À chaque fois, c'est financé, tout ce que je dis, pour industrialiser les produits et les prospects, ce qu'on appelle l'article 90, c'est une avance remboursable qui peut être d'un montant important, plusieurs millions parfois, pour aider l'entreprise à faire la vente de son produit dans le pays cible. Ok, merci. Kent, how does Boeing collaborate with the French SMEs to help them to be successful, more successful? We have a number of programs that we do with small and medium enterprises all around the world, including France. First off, we provide a great deal of assistance in meeting the strict regulatory requirements of aerospace. And that can be difficult, particularly for small companies, to develop that expertise. So that's one of the first steps that we do, is work with them on the technical requirements. Secondly, we have specific contract terms that we put in place for small and medium-sized enterprises. And these help them in many ways. We in fact have a shorter contract for small companies. And we also have different payment terms for small and medium-sized companies to help them with the financial challenges of entering into our business. A third thing that I would identify is we do what we call speed dating, where we arrange forums where we invite several small companies, and they'll have quick meetings with a number of our larger suppliers when we think that a small company might have some innovation or competitiveness to bring to the table that could be harvested by these larger companies. How many times per year? We've done these. Unfortunately, it's not as sort of regularly scheduled as I would like, but I think over the last 3 years we've done somewhere around 9 or 10. And we've done them in a variety of places in the world, not yet in France, but we've definitely had many French companies participate. And then the last thing is we have some specific manufacturing programs where we help small companies work with their manufacturing processes to become more efficient. One example is a machining company, unfortunately, in the United States, but I like this example very much because by working with this company and redesigning their production system, we reduced their cost by 34%, and they had growth that was north of 20%. As a result, we could give them some more business. So I think we've invested a lot of resources in helping small and medium-sized companies all around the world, including France. And you sometimes sign contract with little startup? Yes. Yes? Yeah, absolutely. I can think of a number of technologies on the 787, the 737 MAX, where we worked with a small company that had perhaps unique technology, and we're using that in a number of places in the structure of the airplane to help us be more competitive over time. And could you tell us what kind of technology do you miss now, and you can have with a French company? I mean, well, I think we're always trying to stay on the competitive edge with our worldwide competitors, and it's a business where, as Bill Boeing said some 75 years ago, if you let an innovation in aerospace pass you by, you'll be out of the business. Yes. So we're constantly, both with our technical teams and with my commercial team, combing the world and looking for new technologies. But I can't specify anything today that I'd encourage somebody to go work on. Okay, thank you. Une question pour Emmanuel Viellard ou Olivier Delrieux, mais peut-être Emmanuel d'abord. Sur le financement de l'export, est-ce que ça fonctionne bien en France avec la COFAS? Parce qu'aux États-Unis, justement, ils ont eu des problèmes avec l'Exim Bank. Vous, en France, vu du GIFAS, comment ça se passe?
Oui, on a tout un régime de soutien à l'export qui fonctionne très bien. Effectivement, il y a tout d'abord l'assurance crédit avec la COFAS qui fonctionne parfaitement. Il y a également les couvertures de change. Donc on a eu une grande réflexion au GIFAS avec la COFAS pour pouvoir monter des produits adaptés, pour pouvoir couvrir les effets de change, les effets de fluctuation du dollar dans la durée, sur des longues couvertures, sur plus de 5 ans, qui sont aujourd'hui en place. Et on attend peut-être certaines opportunités du dollar pour pouvoir figer certaines positions, mais oui. Et puis ensuite, je voulais dire que on est aidé par les grands clients américains, notamment Boeing, qui, je peux en témoigner, qui effectivement favorisent des entreprises qui sont compétitives, qui ont des produits différenciants, et ils sont tout à fait ouverts à travailler avec des sociétés françaises et à augmenter le niveau d'activité avec eux. Sinon, Olivier Delrieux, sur le financement de l'export. Oui, nous c'est un peu particulier parce que ça fait une dizaine d'années qu'on est détenu par des fonds d'investissement. Et franchement, eux sont extrêmement désireux d'accompagner les acquisitions, les développements internationaux. Et ça fait des sparring partners assez terribles pour discuter de la pertinence du financement d'une acquisition, du financement d'un nouveau site. On a toujours bénéficié d'une approbation in fine. Il y a eu quelques moments assez costauds. On a acheté notre première filiale au Brésil en fin d'année dernière. Ouais, et ça a donné lieu à des bonnes discussions. Investir au Brésil en ce moment, il fallait un peu d'audace, mais on a toujours été suivis. Au début, quand on était plus petit, en dessous de 100 millions d'euros, on finançait nos acquisitions et nos développements par nos fonds propres. Il y a eu une période bénie où on avait les moyens de faire ça. Maintenant, comme on a un peu grossi, c'est plus tout à fait possible. Encore une fois, fonds d'investissement, ils sont beaucoup décriés. Pour certaines ETI, c'est un peu la solution idéale. Et puis après, on a financé par des emprunts bancaires normaux dans certains pays, notamment aux États-Unis. Mais nous, on est un enfant gâté. C'est-à-dire que quand ça marche bien, quand on a une visibilité sur son marché, on trouve des financements. Oui, d'accord. Kent, just a question about the French SMEs. In which way they can improve their... Yeah, actually, my advice to French companies is no different than my advice to other suppliers that want to grow with us all around the world. We are in a global competition, and there are new entrants that are nipping at both our and Airbus's heels, and so we are constantly looking for innovation that is nimble. In other words, responding quickly to our needs as we identify them. I would give Lisi some good credit here in that they've been working very closely with us on developing some new fasteners that we'll be using on our carbon fiber structures that will greatly enhance our competitiveness. And so that's an example of the kind of innovation that we look for from all companies. Small and medium-sized enterprises certainly have some advantages over their larger competitors in that they have a lower overhead structure, and so if they focus on being good at a particular niche, we can take advantage of that, and we will quickly. Thank you, Ken. Pour revenir au marché de défense, Monsieur Lenoble, aujourd'hui, quel est en gros le taux d'export des PME françaises qui travaillent est-ce qu'il est moins élevé que dans le civil? Oui, il est moins élevé. Beaucoup moins élevé. Oui. Maintenant, il est pas insignifiant non plus. Il est de l'ordre de 10%, on va dire, à peu près, sur le montant export. Sachant que l'export en matière d'armement est très fluctuant. En 2015, on a une année exceptionnelle avec 16 milliards au global. C'est le double de l'année précédente. Donc la part PME là-dedans, forcément, elle fluctue en proportion, ce qui n'est pas forcément significatif. En revanche, par rapport à la question est-ce qu'elles sont mieux armées, on fait tout pour. Enfin, on espère qu'elles sont mieux armées. Et le retour qu'on a, c'est qu'elles s'organisent vraiment pour s'armer aussi elles-mêmes. C'est un peu ce qui a été dit. Et on les voit se grouper pour aussi échanger de l'information et permettre de pénétrer ces marchés-là. Emmanuel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, au GIFAS, on a fait des études extrêmement précises sur ce sujet-là.
Aujourd'hui, l'industrie aéronautique française, c'est une industrie qui est duale. On a à la fois des applications civiles et des applications militaires. Pourquoi aujourd'hui en France on a une structure supply chain qui est complète? C'est parce qu'on a développé, et que l'industrie de l'armement l'a permis, des systèmes complets. Et aujourd'hui, on était tombé à un niveau extrêmement bas en termes d'activité militaire. On n'est plus une industrie duale. Il y a une très grande majorité qui est civile. C'est à peu près 75%. Il n'y a plus que 25% entre guillemets d'activité militaire. Et c'est un socle en dessous duquel on ne peut pas descendre. Si on descend tout ce socle-là, on va perdre la partie R&D, on va perdre des savoir-faire et on va perdre nos systèmes évolutifs pour demain. Donc il faut absolument qu'on arrive à garder une activité militaire qui nous permet à la fois de tester des nouveaux concepts, comme l'a expliqué très bien monsieur ici, donc la capacité de pouvoir investir dans la R&D, la capacité de pouvoir également travailler dans la durée sur des nouveaux concepts, l'avion du futur, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de garder ce socle d'activité militaire pour toute la supply chain française. D'accord. Kent, usually does Boeing sign short-term or long-term contracts with the SMEs? I think in our business we're almost always focused on long term. If you think about the life of our products, a new investment in a new airplane will be around for 25 years or so, and we need suppliers that can sustain our needs over the whole course of that product's life. So generally speaking, we're looking for long-term relationships. There are some innovation areas where the relationship may be shorter. But for the purposes of our products, we're more interested in long-term. And that's why I think we invest so heavily in, when we've identified somebody that we want to work with, in investing in them in terms of improving their capability and ensuring that they can be successful over the longer term. So you visit them before to sign the contract? Yes, absolutely. You evaluate the management? And yes. We again, because they'll be with us for the long term, and also because in our business, you know, as one of our program managers told me once, so you need every part to build the airplane. We have to have reliable suppliers that will perform both from a quality perspective and from a delivery perspective. And so it's very important to us that we ensure that we visit all of our suppliers on a regular basis and assess their capability to perform. With new suppliers where we don't have a track record of experience with them, this is even more critical. Thank you. You want what, Olivier? Oui, je veux bien réagir à ça parce que donc il y a un phénomène effectivement, moi je trouve relativement récent, c'est que les grands donneurs d'ordre, qu'ils soient civils et militaires, donc le DGA c'est un bon exemple, Airbus en est un autre, apparemment Boeing que je connais moins c'en est un autre, essayent de structurer une filière, essayent de préserver un tissu industriel compétitif, innovant, et ont tous pris conscience qu'ils en ont besoin pour tenir les cadences, pour tenir l'innovation. C'est très bien. Pour les petites entreprises, c'est un pendant. C'est qu'on a aussi vu se développer depuis un certain nombre d'années des audits fournisseurs assez poussés, et puis une sorte de démarche qui est assez sympathique, c'est de dire bon, vous n'êtes pas tout à fait au niveau de performance qu'on veut, donc on va vous expliquer votre métier finalement. Donc c'est un équilibre un peu intrusif. Un peu intrusif parfois, mais il y a une vraie volonté de structurer un tissu, de le préserver et, pour le thème du jour, de l'amener à l'export. Et ça c'est une réalité, et franchement c'est extra pour les boîtes de taille moyenne. Oui, si vous me permettez, bien sûr. Le point important sur le sujet, c'est la préservation de la propriété intellectuelle. Oui. Et je veux bien qu'on admette des clauses de continuité des programmes dans lesquelles la PME ou le TI qui va avoir un contrat, effectivement, si le programme est mis en danger, on va effectivement transmettre notre propriété intellectuelle pour permettre au programme de s'assurer des cadences qui soient prévues. Mais il n'empêche que la propriété intellectuelle, surtout quand elle est dans le background et qui a été développée par la société en elle-même, elle doit rester la propriété de la société. Et on ne peut pas se permettre des clauses, comme souvent c'est demandé, d'ouverture de cette propriété intellectuelle. En cas de faillite de l'entreprise, c'est ça, ou de défaillance Les juristes sont assez innovants dans des cas où vous devez transmettre votre propriété intellectuelle. Oui. Et comment ça se gère alors, très concrètement ?
C'est une question de négociation, de savoir préserver ses ressources essentielles. Et après, il y a un équilibre qui doit pouvoir s'instaurer. Monsieur Lenoble. Oui, je rajoute un point sur la propriété industrielle. On a signé, enfin le ministère de la Défense a signé des conventions avec les 7 grands maîtres d'œuvre, donc Dassault, Airbus, Nexter, Safran, etc., en faveur des PME. Et dans le cadre de ces conventions dites bilatérales, nous nous engageons conjointement à travailler pour un développement, un meilleur accompagnement des PME, notamment dans le champ contractuel. Et sur ce champ contractuel, ce que nous exigeons, c'est que dans le cadre des marchés de la DGA, le maître d'œuvre, parce qu'ils sont à peu près tous titulaires de nos marchés en direct, très peu de PME travaillent avec nous en direct, dans le cadre de ces marchés de la DGA, ils déclinent de manière proportionnée les clauses de la DGA vers leurs sous-traitants. Et ça vaut pour la propriété industrielle, parce qu'on demande très rarement, voire jamais, la propriété, nous la DGA, des travaux qui sont faits, même dans le cadre de travaux d'études. Et ce qu'on souhaite, c'est que quand l'industriel sous-traite, eh bien, il fasse de même avec ses sous-traitants. Donc il n'exige pas la pleine propriété des résultats des travaux. Et dans le cadre de ces conventions, nous évaluons maintenant la manière dont les industriels évoluent sur ce sujet-là. Merci. Kent, you want to add something, I think? I think our industry has relied on innovation forever, and a foundation that a first principle is a recognition of intellectual property rights, and that the inventor owns it from the beginning. And I think that there are times where OEMs or other large players in the industry have been overly aggressive in terms of how they manage those intellectual property rights, including possibly Boeing. But I think there's, as you said, there's a negotiation that takes place. We certainly invest, large sums of money in launching platforms, and as I said earlier, we're very dependent on having access to the technology that makes up that platform, because it's not easy to change in the middle of a program if a supplier was to disappear or to withdraw their intellectual property rights. So I think there's a negotiation that goes on that recognizes both the value of innovation and ensuring that we reward innovators, but also the preservation of a very complex supply chain that depends on many actors to perform on a regular basis. Thank you, Ken. Ok. Maintenant, on va peut-être passer la parole à la salle pour des questions. S'il nous reste une petite dizaine de minutes. Monsieur aussi, si vous voulez bien vous nommer. Vous pouvez poser votre question en français. Si c'est pour Ken Fisher, il y a une traduction. Là, monsieur devant. Oui, bonjour, je m'appelle David Cook, je suis consultant en développement commercial spécialisé dans l'aéronautique. Je travaille vraiment avec des sociétés françaises. Quand je démarche les sociétés françaises, ils ont dit nous on est accroché à Airbus, pourquoi prendre le risque pour aller vers l'export. Mais je travaille beaucoup avec des sociétés étrangères qui sont très contents de venir en France pour piquer notre business. Et je crois un élément de tout ça, c'est l'anglais. Moi, je suis allé au Forum des Composites à Nantes l'année dernière. J'étais missionné par une société autrichienne qui voulait développer le business en France. Et j'avais 2 PME françaises. Je ne veux donc pas les noms, mais ça commence avec un D. Et les acheteurs, ils sont venus nous voir. Ils ont dit, comment voulez-vous qu'on travaille avec vous quand nous, on ne parle pas anglais? Comme si c'était notre problème que eux, ils sont incapables de parler de langue de l'aéronautique. Donc je crois qu'il y a un gros effort à faire en termes de la stratégie, la stratégie des PME françaises vers l'export, et d'avoir le courage d'apprendre l'anglais pour le faire. Bon, donc est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, je pense que c'est un peu caricatural. Oui. Non, j'ai cité les chiffres tout à l'heure. Il y a la moitié du business qui est fait à l'étranger. Le business avec Airbus, il est fait en anglais également. Donc, non. Alors, après, effectivement, dans quelques coins du sud-ouest un peu reculés, on préfère effectivement parler français. Bon, mais
Non, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur ce sujet-là. Okay. Cela dit, s'il vous reste des contrats, on peut vous trouver les bonnes PME. Do they speak English, your suppliers? I'm sorry, I missed your question. Do your French suppliers speak English? Yes, It's okay, or I do you think, have some I think time? a reality for Boeing and maybe many other aerospace companies is that going forward, we're going to be required to become more multilingual. But today, I would say that we do most of, if not all of our business in English. Il y avait une question là, monsieur. Oui, bonjour, Guilain Dujeu, je suis conseiller en dirigeant d'entreprise, mais surtout j'ai été pendant très longtemps responsable de l'appui aux entreprises dans les CCI, et en particulier l'appui à l'internationalisation. Et donc j'avais une question pour Emmanuel Villard, parce que ce que vous avez dit tout à l'heure en disant que grosso modo vous avez augmenté votre chiffre d'affaires à l'export, enfin à l'international, de multiplié par 10 en 10 ans, passant de 15 à 150 millions, c'est bien compris vos chiffres. Moi j'avais une citation que je donnais à mes collaborateurs pour les stimuler. C'était une entreprise un peu de votre taille, puisque une entreprise agroalimentaire de Nantes, qui a des très beaux produits, qui il y a 10 ans faisait 100 millions de chiffre d'affaires, dont 10% à l'export, et qui aujourd'hui fait 200 millions de chiffre d'affaires, toujours avec 10% à l'export, toujours dans les trois mêmes pays, les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Donc comment vous pouvez expliquer que vous soyez dans une telle dynamique de succès? Est-ce que c'est une bonne appréciation des risques? Est-ce que c'est des bons moyens de financement? Quelles ont été les clés de votre succès dans cette internationalisation, et comment ça peut être transmis à d'autres entreprises, à d'autres chefs d'entreprise, puisque c'est ça qui est important? C'est toujours difficile de parler de soi. En fait, il y a eu effectivement une prise de conscience, et on a été poussé par nos clients pour prendre une certaine taille. Alors, effectivement, comme Olivier Delrieux, on a procédé à certaines acquisitions qui ont été transformantes. Et les acquisitions font passer d'un stade de PME à un stade un peu plus international, et puis ensuite vous passez au stade de TI, et puis vous pouvez rejoindre. Aujourd'hui, on est même classé dans les grandes entreprises. Mais effectivement, en 95, quand je suis rentré dans la société, on faisait zéro à l'export. On avait une usine en Allemagne, et encore, c'était à 30 km de nos bases, juste de l'autre côté de la frontière, donc pas trop loin. Et on a décidé d'aller aux États-Unis sur une acquisition. On a eu une opportunité très intéressante. C'était un gros risque en termes d'enjeux financiers. On l'a pris. Et ça a été vraiment le début de l'histoire. On faisait 30 millions d'euros dans l'aéronautique en 1995. Bon, on était déjà une société un peu structurée à cette date-là, mais il n'empêche que c'est tout petit. Aujourd'hui, dans l'aéronautique uniquement, on fait plus d'1 milliard. Donc il y a eu toute cette histoire qui est liée en allant chercher les bonnes acquisitions qui vous génèrent les bonnes synergies, et puis après tracer une route dans la durée. Et même après le 11 septembre 2001, en 2002, 2003, où c'était vraiment le creux de l'aéronautique, où il n'y avait plus d'industrie aéronautique, c'était mort, on a continué à croire dans cette industrie. Et on a pu saisir des opportunités de croissance à des prix très intéressants. Donc il y a les effets de cycle également. Ne pas acheter au sommet des multiples très élevés, mais c'est pouvoir également croire dans une histoire de croissance dans la durée, une stratégie long terme. Alors, vous avez des histoires d'actionnariat de fonds d'investissement. Moi, c'est une histoire complètement différente. C'est un actionnariat familial. On est coté en bourse, mais avec une très très forte assise familiale, 65%. Et notre actionnariat familial nous a permis de dire, en 2002, en 2003, il n'y a pas un investisseur qui était prêt à investir dans l'aéronautique à ce moment-là. Eh bien, on continue et on saisit les opportunités de croissance. Ce qui nous a permis ensuite d'avoir cette belle histoire. Olivier Delrieux, peut-être sur les facteurs clés de succès à l'export. C'est quoi les 2 ou 3 facteurs clés? C'est difficile de répondre. Généralement, ça dépend beaucoup des marchés. Mais quand on est tout petit, mettons vraiment petit, on est moins de 50 millions d'euros, on n'est pas structuré, ça va dépendre beaucoup d'une personne. Moi, le début de ma belle histoire d'acquisition, c'est parce que je suis tombé sur la bonne personne. Et quand on revient au thème de la conférence, je pense franchement que les Français ne sont pas du tout désavantagés. On a encore une culture managériale, puis une culture tout court, qui est pas mal... Il y a assez peu d'arrogance sur le jeune Français. Moi, j'avais un type de 30 ans qui a fait mes acquisitions, qui allait tout seul démarcher des cibles.
Il y a un petit côté gendre idéal, poli, bien élevé, cultivé, ouvert, qui marche super bien, quoi. Et donc, ça peut jouer beaucoup sur la personne qui vous représente à l'étranger, qui écoute au lieu de parler, etc., etc. Après, je reviens sur le rôle du patron, et j'insiste sur le... À un moment, c'est quand même, dans les PME et les ETI, c'est quand même lui qui va éviter les grosses âneries. Parce que personne, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas ouvrir le parapluie, il n'y a personne derrière. Donc la capacité à faire le tri et de temps en temps à dire stop. Je reprends l'exemple brésilien parce qu'on en est assez fiers. On a creusé le marché brésilien pendant 4 ans. On a mené une acquisition, on était quasiment en train de signer, je l'ai arrêté. Il y en a une deuxième qu'on a arrêtée pour enfin faire la bonne. Donc il faut aussi, dans les facteurs clés de succès, il y a une fièvre à la croissance. On s'emballe dans les acquisitions, tous les cadres adorent ça. Ouais, je fais partie de l'équipe d'acquisition. Il faut aussi savoir se calmer et remettre les trucs en perspective. Ça, c'est un vrai facteur clé de succès, je pense. David Lenoble, je vous vois approuver donc, de votre expérience. Vous confirmez ? Oui, effectivement, le rôle du patron, c'est important, c'est en premier lieu. Et puis aussi, dans les facteurs clés, il y a l'écoute et bénéficier de l'expérience des autres. Nous, on voit pas mal de PME qui vont aller s'échanger des prospects, s'échanger des partenariats, voire même s'épauler, profiter l'une de l'autre de l'implantation dans un pays pour aller être représenté par l'autre. Voire même se grouper. On a vu un cluster se monter dédié au commerce pour la défense, où ils vont dans un pays, ils mutualisent les coûts, parce que la mission, la logistique est mutualisée, et puis ils vont arriver avec une offre globale, ce qui permet de peser plus lourd vis-à-vis d'un acteur étatique qui est toujours réticent à voir arriver des petites entreprises, surtout étrangères. Il faut voir dans le marché à l'export, et en particulier dans la défense, on préfère acheter local. Personne n'attend le français dans un pays à l'export. Donc le fait de se grouper, de profiter de l'expérience des autres, c'est quelque chose d'important et qui marche. On l'a vu réussir. Une question au fond de la salle là-bas. Ma question portait sur les offsets. Vous êtes, pardon. Delphine Bataille, étudiante dans le secteur de l'armement. Étudiante dans le secteur de l'armement et en apprentissage chez ECA Group. Donc on a parlé de la réussite des PME à l'export, sauf que maintenant, de façon de plus en plus récurrente, les PME doivent faire face à une exigence d'offset. Et donc dans ces cas-là, quelles sont les armes des PME ? J'y vais. Oui, sur le marché indien, par exemple, le Rafale en Inde, effectivement, les exigences d'offset de plus en plus grandes. Oui, bien sûr, ça fait partie de la règle du jeu. Nous, ce que l'on conseille, en tout cas sur les gros marchés armement, c'est d'aller dans le sillage de l'industriel, puisque la PME toute seule peut rien faire quasiment. Donc, dans les conventions bilatérales dont je parlais notamment, signées entre le ministère et les grands maîtres d'œuvre, il y a un volet export où on exige de ces grands maîtres d'œuvre qu'ils fassent profiter aux PME sous-traitantes, alors dans le cadre du marché qui est en cours de négociation, si on prend le Rafale par exemple, mais aussi plus largement dans le cadre d'un pays, que ces grands maîtres d'œuvre qui, eux, ont les forces de frappe commerciales, juridiques, les relais vis-à-vis des homologues étatiques dans le pays, puissent en faire bénéficier leur sous-traitance française. C'est le meilleur moyen pour ces PME d'avoir un point d'entrée. Maintenant, ça ne marche pas toujours, parce que l'industriel a d'abord son intérêt propre à faire valoir. Néanmoins, c'est ce qu'on l'engage à faire. Merci. Une question là-bas. Bonjour, Fernando Dostres. Je suis inscrit je suis président d'une association pour le patrimoine technologique, mais ma question porte davantage sur ma fonction je suis intérim management en matière de supply chain. Excusez-moi, gestion de crise et accompagnement de dirigeants. Les constructeurs ont instauré depuis quelques années des systèmes de SRM, je crois que Exostar pour Boeing, il y a eu Superworld, qui ont été implémentés chez les sous-traitants, chez les fournisseurs premiers. Ça a été très mal vécu, on parle de mode collaboratif, IPME, etc. Aujourd'hui, après toutes ces années, comment sont vécues l'utilisation de ces systèmes au quotidien par ces mêmes équipementiers sous-traitants ? Non, ça n'a pas été mal vécu du tout, au contraire. Je pense qu'on l'a fait très volontiers. Ça favorise, bien entendu, la communication. On a une dématérialisation complète de la supply chain. Il y a dématérialisation des factures. Ça va presque à la dématérialisation du paiement, mais presque.
Donc ça a apporté énormément d'améliorations dans la gestion administrative. Donc effectivement, vous avez cité Air Supply, vous avez cité les systèmes de Boeing. Tout ça, aujourd'hui, c'est parfaitement implémenté. Après, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir le cascader. Parce que nous-mêmes, on a une propre supply chain, et de cascader le même module coûte très cher. Et donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir, notamment au sein du GIFAS, pour créer des plateformes collaboratives, ce qu'on appelle l'entreprise étendue, pour pouvoir avoir les mêmes systèmes pour nos propres sous-traitants. Et là, en termes d'absorption du coût de déploiement, aujourd'hui, on n'y est pas encore, hein, mais on y réfléchit. Donc, effectivement, c'est complètement dans la tendance. Kent. Yeah, I think when we have an industry like ours, where we're taking delivery of more than 1 billion parts, and there's an incredible amount of paper that has to follow those parts around to ensure that our products are safe, there's a tremendous opportunity to reduce transaction costs through more digitization. And I think it can be challenging for everybody, as you said, to implement it throughout all the layers of the sort of extended production system, but it's very important. I think in addition, and maybe even above the value that may be from making the transactions more efficient, there's also a quality element. The number of times where I see a major quality escape at one of our sub-tier suppliers, or even a first-line supplier, that's driven by a miscommunication of requirements is extraordinary. And I think if we can digitize that and remove the opportunities for error, it can be tremendously powerful. Une autre question. Oui, il y en a 3, alors on va essayer de toutes les prendre. Moi monsieur. j'ai le micro, j'ai l'avantage. Bonjour, mon nom est Karim Tamarin, je suis CEO d'une start-up éditrice de logiciels dans le monde de l'aménagement cabine. J'aurais aimé poser la question à monsieur Kent Fisher, c'est comment est-ce qu'on rentre en contact avec Boeing, parce qu'aujourd'hui on travaille déjà avec un constructeur européen. Il va vous donner son email. Non, mais surtout le process. Je pense que j'aurai pas accès à M. Fischer, c'est clair, mais voir comment on peut dérouler le phasage pour entrer en contact avec ses équipes. Merci. Yeah, well, I will give you my business card. I'd be happy to do that. But there's also on our website there's a location where if you look under suppliers, we have tools in order to help new suppliers get into our supply chain, and it gives you good contact information. And frankly, I've challenged my team to make that resource even stronger so that we can make sure that we identify good innovation from the suppliers we don't know as quickly as possible. Nous avons une question tout au fond, peut-être la dernière, je ne sais pas, on doit finir après cette question. Très bien. Oui, bonjour. Ma question, mon nom est Nadia Benasser. Moi, j'ai créé un petit club de PME, PMI franciliennes, mais également quelques PME de province qui viennent rejoindre de temps en temps, où nous partageons de l'information. Et j'accompagne ces PME aussi sur des projets innovants. Ma question s'adresse à Monsieur Lenoble et à Monsieur Emmanuel. Est-ce que les groupements que vous dirigez s'adressent aussi à des PME qui ont un petit chiffre d'affaires de 3 millions, 7 millions, 15 millions d'euros, et comment ces PME peuvent se référencer auprès de vos groupements? Merci. Alors au GIFAS, c'est très facile. Donc effectivement, il y a des petites sociétés, il y a des PME qui font partie du GIFAS, qui bénéficient ensuite de tout l'appui logistique, à la fois dans les salons, à la fois au niveau de toutes les commissions qu'il peut y avoir. Il y en a beaucoup, et c'est très très riche. Et puis ensuite, il y a également tout le réseautage possible lors de différentes rencontres du GIFAS. Donc vous allez sur le site et vous verrez, il y a absolument tout pour s'y inscrire. Donc vos adhérents sont bien entendu les bienvenus. Donc pour la DGA, on n'a pas de référencement au sens achat, parce qu'on n'achète pas comme ça, comme un grand équipementier. La chose la plus simple est d'aller sur notre site internet de la DGA, qui est www.ixarm.com, c'est compliqué à prononcer, où là vous avez un grand nombre de numéros de téléphone et d'adresses mail pour aller en contact avec la personne qui vous intéresse en fonction du sujet.
Sinon, vous pouvez me contacter directement. Moi, je suis là pour ça. On est en relation avec aussi l'ensemble des groupements, notamment le GIFAS avec qui on travaille, mais tous les groupements industriels du domaine de la défense. On est aussi en contact avec tous les pôles de compétitivité qui sont d'intérêt, puisqu'on est chef de file de 9 pôles en France. Donc en fait, il y a plein de moyens de rencontrer la DGA, plus un certain nombre de manifestations qu'on fait en région, où on est totalement ouvert à vous. C'est-à-dire qu'on vient à votre rencontre, on donne nos cartes de visite, et vous pouvez à tout moment nous contacter et nous proposer ce que vous voulez. Ensuite, on vous oriente, s'il y a intérêt, vers les bons interlocuteurs ou les bons dispositifs. Voilà. Ok, ben merci beaucoup.